Bon, toi, t'es vacciné, donc tu peux pas faire partie du groupe que je voulais créer. Je suis rejeté maintenant. Malheureusement, tu n'es plus l'un des nôtres. Je suis pas un vrai résistant. T'as capté. C'est ça. Écoute, hein. Je pense qu'on est bon, là. On est toujours bon, de toute façon. On est toujours ready. Du coup, vu qu'on est ready, salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. À toi, vas-y, mec. Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. C'était nickel. Je sais pas si j'ai bien fait. Ouais, franchement, c'est validé. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Du coup, aujourd'hui, nouveau Cozycast. J'en avais déjà tourné un avec toi. Je te laisse cliquer sur le petit i si t'as envie d'aller checker. On avait fait sur la virilité, l'afrodescendance. Il y avait plein de choses, plein de choses. T'avais kiffé l'expérience? De ouf. On était partis dans tous les sens, mais c'était cool. On avait checké un peu les commentaires qui étaient présents sous ce podcast et on a repris une phrase qui nous a un peu tilté et on va divaguer sur plein de sujets. Je pense que vous kiffez quand ça démarre comme ça. Va te chercher à manger. On est bon là, on a tout, regarde. Des choses meilleures pour la santé que ce qu'on a quand même. C'est quoi le truc que tu conseilles? Une petite boisson saine. Est-ce qu'on a le droit de conseiller des choses, tu sais, après les marques Mais c'est moi ici le boss. C'est vrai. Allez, un bon coca. Non mec, ouais, non, ça dégage. Non, moi je suis partie sur un petit maté. Du coup, on a des cubes d'ananas. J'ai vu une réduction, je me suis... C'est vrai? Ils étaient à combien? 3 francs au lieu de 6 francs. Ça va, hein. En fait, tout est parti de moi qui me marre d'un commentaire. En gros, il y avait un gars, il avait dit « Pendant que certains parlent de relations homme-femme, on a d'autres qui sont en misère affective. » Et j'avais pas trop capté au début pourquoi il faisait ce lien. Après, c'est vrai que toi, t'as un peu développé. Je pense que c'est un sujet qu'on aborde rarement, la misère affective, mais on l'aborde rarement, mais c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, touche pas mal de gens. Je me demande s'il y a des études d'ailleurs qui ont été faites. Moi, je suis sûre qu'il y a des bails, il y a des études qu'on peut retrouver. Mais toi, déjà, t'entends quoi par misère affective? Moi, personnellement, ce que je comprends par misère affective, c'est des gens qui n'ont aucun partenaire amoureux et genre, c'est pas quelque chose de volontaire. C'est comme ça que j'entends la misère affective. C'est quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui aimerait bien avoir un partenaire, un conjoint, peut-être même quelqu'un avec qui se marier ou que sais-je, mais non, qui n'arrive pas à trouver, pour diverses raisons. Et tu penses que c'est des personnes qui doivent être, enfin, qui sont dans une recherche active, malgré le fait qu'elles soient en recherche, elles trouvent pas, ou c'est des personnes qui recherchent pas forcément, mais juste tombent jamais sur une personne. Tu me suis? Ouais, je vois. Bah, je pense que si on parle de misère, c'est que quelque part, probablement, c'est quand même des personnes qui recherchent ça. Parce que, enfin, je me dis que quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas à la recherche, on va pas forcément. Ça veut dire que cette personne ne souffre pas vraiment de cette situation. Ça lui va très bien d'être dans une solitude. Et est-ce que là, vraiment, on va parler de misère? Je pense pas. À partir du moment où c'est une situation qui est pas problématique. Par contre, ouais, je pense que c'est des gens qui sont vraiment à la recherche. Alors après, on peut être à la recherche de bien des manières différentes, qui malgré cette recherche, ouais, n'arrivent pas à trouver de partenaire. Moi, je sais pas, j'ai aussi cette impression que j'ai fait référence plusieurs fois sur la chaîne avec toute cette industrie de la culture, que ce soit Netflix, le cinéma, même la musique, etc. Ça t'inculque aussi vraiment des idées à vouloir trouver impérativement quelqu'un et toujours plus jeune, toujours plus tôt. Et du coup, j'ai l'impression que ça crée aussi un mal-être, tu vois, chez les personnes. À chaque fois, ça tourne autour des mêmes sujets, tu vois, le fait d'être en couple, même les téléréalités, là, tu vois. Et est-ce que tu penses que toute cette industrie-là a un rôle aussi à jouer dans cette misère que peuvent ressentir les gens de plus en plus jeunes? Alors, moi, je pense peut-être que ça a un rôle à jouer sur la jeunesse, effectivement. Parce que tu me parles de gens de plus en plus jeunes. Quand tu parles avec les petits qui, à 12 ans, ils te parlent déjà qu'ils ont une copine, etc. Tu vois, des choses comme ça. Bon, ça existait peut-être déjà aussi quand nous-mêmes, on était petits, mais dans une moindre mesure. Mais je pense que, on va dire, l'industrie de la culture, ça a peut-être un rôle, mais c'est pas non plus à la base de tout ça. Parce que, à mon avis, industrie de la culture ou pas, l'être humain, en tout cas la plupart des êtres humains, ont quand même un certain besoin affectif qui doit être comblé. Je pense que c'est vraiment dans les besoins, comment est-ce qu'on appelle ça? Primitifs. Voilà, les besoins. La pyramide de Maslow, quoi. Exactement. On dit souvent que voilà, tes besoins primaires, c'est manger, boire, etc.
Je pense que c'est discutable, honnêtement. Est-ce que c'est pas un peu réduire l'être humain à une machine, de dire que c'est juste manger, se nourrir, s'alimenter, tout ça? Mais je trouve que la pyramide de Maslow, ça elle représente bien le truc. Ça montre les besoins primitifs et graduellement, ça va vers les besoins qui sont toujours des besoins primitifs, mais peut-être un peu moins primordiaux, tu vois. Et t'as aussi ce besoin de reconnaissance sociale, de te sentir en sécurité, tout ça. Et le fait d'être aimé, je pense que c'est à la base de... Clairement, mais je pense que l'affection, en tout cas, c'est quand même un besoin d'une grande importance pour beaucoup de gens. Je crois que l'affection, c'est aussi ce qui peut permettre parfois de tenir le coup, tu vois, quand t'as un moment dur, etc. Dans la fameuse pyramide, en tout cas, je le mettrais quand même assez haut. Et comment t'expliques qu'on puisse se retrouver dans une misère affective? Je trouve que c'est fort, tu sais. Je pense que comme chaque problème complexe, ça s'explique par plein de choses. Des facteurs sociaux, peut-être l'environnement social de la personne. C'est pas facile pour elle d'accéder, je sais pas, de faire des rencontres. C'est pour ça que moi je pense que tu peux avoir une certaine marge de manœuvre dans le sens où si tu commences à développer tes projets ou alors à commencer à traîner stratégiquement dans des zones dans lesquelles tu as envie de te socialiser, tu vois, sociabiliser avec certaines personnes, à t'inscrire à des sports collectifs, si tu commences à provoquer un peu les choses et le destin, je pense que c'est pas impossible de rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes qui sont dans une passivité et qui se plaignent de cette passivité, genre... Même si on parle pas de misère affective, mais juste de pas vivre des choses, de pas avoir une vie cool. Mais en même temps, elles entreprennent rien de plus, tu sais. Ou alors, je me dis que des fois, il y a une catégorie de gens qui sont dans une certaine passivité, mais aussi, je pense, toute une catégorie de personnes qui s'y prennent peut-être de la même manière et qui sont dans un autre extrême de la passivité, qui sont dans une sorte d'obsession. Ouais. Tu sais, moi, je pense que honnêtement, le plus mauvais des moyens de trouver... je sais pas, ton futur mari ou ta prochaine femme, c'est de te dire, à partir de maintenant, je vais commencer à chercher ma prochaine femme. Je pense que c'est le pire moyen de faire. Cette obsession-là va t'amener en fait à t'approprier tous les comportements, on va dire, qui en réalité vont t'éloigner de ta cible. Je trouve que quand tu es obsédé par quelque chose, ça devient malsain en fait. Souvent, c'est en t'investissant dans des choses autres que la recherche de ton partenaire que tu vas trouver ton partenaire. Par exemple, tu vois, tu parlais de projets avant. En s'investissant dans des projets annexes, je sais pas, des études, ça peut être un sport. Beaucoup des activités que tu vas entreprendre, elles vont quand même t'amener à rencontrer du monde. Et en général, c'est en rencontrant du monde que tu vas faire de potentielles rencontres qui potentiellement pourront... Mais ça, c'est un point hyper intéressant que tu relèves parce que je me souviens qu'on avait vu en cours que la plupart des personnes qui finissent par se marier ou qui finissent en couple, c'est des personnes qui font partie de ta même sphère sociale finalement. Et par sphère sociale, on peut entendre les mêmes études universitaires, être membre de clubs privés. T'as d'autres personnes, c'était par rapport à leur parcours professionnel. En fait, les rencontres, elles se font souvent par rapport au milieu social dans lequel tu vas t'ancrer et tu vas ancrer tes projets. Et souvent, peut-être même que tu vas faire des rencontres qui vont être de meilleure qualité. Ça va te faire rencontrer des personnes qui sont dans des cercles d'intérêt qui sont, on va dire, proches du tien. Et donc, par conséquent, la qualité des rencontres seront, à mon avis, peut-être meilleures que si tu te dis bon, vas-y, ce soir, je vais sortir dans je ne sais quel bar et je vais vraiment essayer de trouver quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu vas trouver quelqu'un de random, alors que là, tu te spécialises vraiment dans quelque chose. Et la personne que tu vas potentiellement rencontrer sera peut-être plus proche de tes aspirations. Après, peut-être qu'il y a aussi des gens qui veulent casser ça, justement. Non, mais ça existe. D'avoir en fait tout simplement des centres d'intérêt différents, je trouve que c'est même important, tu vois. Ça apporte une complémentarité aussi. De ouf. Enfin, après, c'est des statistiques qui ont montré que même finalement les personnes qui sont de classes sociales différentes, c'est très rare que ça matche de ouf sur le long terme. Et encore plus quand c'est la go qui gagne plus d'argent que le gars, ça apporte une complication supplémentaire parce qu'un gars qui gagne un salaire plus faible, sur le long terme, ça pose problème parce qu'il va se sentir inférieur, tu vois, même de manière inconsciente à elle. Et souvent, c'est là où ça casse. Et bref, tout ça pour dire que focusons déjà sur tes projets, tu vas attirer du monde parce que voir quelqu'un de passionné déjà, je trouve que c'est plus attirant que quelqu'un qui a pas d'ambition, tu vois ce que je veux dire? En vrai, t'avais bien suivi le cours hein, quand même. Parce qu'avant, tu me faisais un discours comme quoi t'avais tout oublié, Sciences Po c'est terminé, c'est en arrêt. Ouais, mais c'est des trucs qui m'ont marqué. Tu me ressors des choses très près. Non, j'avoue, c'est des trucs qui m'ont marqué. T'avais suivi quand même, hein, t'avais suivi, ok. Bon, parce que moi, j'aurais pas été capable de ressortir ça. Non, mais c'est vrai, c'était quoi? Et en plus, il y a un terme, c'est pas
Pas la pyromanie, la... J'espère pas. L'endogamie. Endogamie. L'endogamie sociale, ouais. Ouais, totalement. Non, mais enfin... Tu peux nous expliquer ce que c'est l'endogamie? Bon, l'endogamie sociale, on va dire. Bon, endogamie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, pour vraiment faire vulgaire, quand les couples se font, on va dire, dans un environnement fermé. En l'occurrence, on parle d'endogamie sociale, ça veut dire que les couples vont se faire au sein des mêmes classes sociales. Un professeur, par exemple, il va être dans une classe sociale, on va dire moyenne, supérieure, etc. J'aime pas trop ces termes de classe supérieure, classe populaire, mais on va les utiliser quand même. Mais en gros, c'est probable qu'elle termine avec un écrivain. Voilà. Donc c'est un monde littéraire. En fait, en gros, c'est extrêmement rare, et on peut même le constater directement. C'est très rare qu'un docteur se mette en couple avec quelqu'un qui est caissier à la Migros, par exemple. Voilà. C'est un fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible, mais c'est un fait. C'est comme ça. Et ça s'explique par énormément de choses. Tu vas regarder, genre vas-y, continue. C'était il y a quelques années aussi, moi, le courage. J'ai une pression comme ça, j'ai senti que je devais continuer. J'arrive au bout de ce que je t'en demandais encore. Je voyais que ça suffisait pas, je me disais merde, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter maintenant? Ouais, mais en gros, bah voilà, t'es en misère affective, mec. Voilà, ta misère affective, elle est là, tu vois. Mets-toi à prier. Je sais pas. Non, en vrai, c'est terrible. C'est vrai que quand t'atteins un certain âge et que tu trouves pas, ça devient encore plus stressant. Il y a des étapes qu'on associe à chaque période, tu vois. Genre, quand t'es une femme, tu commences à avoir la trentaine, tu commences à penser mariage, tu commences à penser enfant, parce qu'après, biologiquement parlant, il y a une alarme aussi qui fait que tu pourras pas avoir des gosses de manière infinie, tu vois. C'est ces étapes-là aussi qui imposent une certaine pression de devoir trouver quelqu'un et... Après, ouais, je pense que même au-delà de la pression psychologique, je pense que, honnêtement, si t'en souffres et que ça fait vraiment des années et des années... Mais donc, attends, toi, pour préciser, genre, tu penses qu'un jeune... Ça, c'est une question. Est-ce que tu penses qu'un jeune de 18 ans ou de 23 ans peut estimer être en misère affective? Bon, 18 ans, c'est peut-être un peu jeune, tu vois, parce que tu peut-être en es de plus en plus précoce, mais il me semble qu'à 18 ans, t'es encore au début de ta vie affective, de ta vie sentimentale. Donc parler de misère affective à 18 ans, ça me semble être un peu prématuré, je pense. À 23 ans, je pense que ça devient déjà un peu plus réel. En fait, je pense à partir du moment où t'en souffres, parce que finalement, la souffrance, c'est subjectif. Il n'y a rien d'objectif dans la souffrance. À partir du moment où vraiment c'est quelque chose qui te pèse et que t'en souffres, je pense que ouais, tu peux parler de misère affective. Je te parlais avant, tu vois, aussi de l'industrie de la culture, parce que ça nous renvoie une certaine image de ce que la jeunesse est censée être, et ce que c'est que de vivre une jeunesse de ouf. Ça s'embrasse contre le casier, c'est ça? Exact, tu vois. Ouais. Et je pense que tout, et le rap maintenant encore plus, vu que ça s'est démocratisé et que ça parle que de ça aussi. Je pense que ça, c'est vrai ce que tu dis, hein. Il y a cet impact de la culture, etc., qui nous dit qu'on doit avoir ce type de jeunesse. Mais il faut pas oublier aussi qu'à l'époque, il y avait aussi une pression énorme sur les jeunes pour se mettre en couple rapidement, vite rentrer dans la vie active, vite faire des enfants. Si c'est à 23 ans, t'es pas marié, qu'est-ce qui cloche chez toi? Mais je trouve en fait que c'était un peu les deux extrêmes, parce que avant limite je me demande s'ils étaient pas dans ce que nous on pourrait percevoir comme quelque chose de malheureux de te marier à quelqu'un au final avec qui t'as pas une accroche plus importante que ça. Nous on perçoit ça comme catastrophique, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'aussi on se ment à nous-mêmes dans ce mythe de trouver ton âme sœur. Mmh. Et du coup on a un peu deux... Du coup aujourd'hui j'ai l'impression qu'on cherche l'impossible, parce qu'au bout d'un moment, enfin, dans une relation tu seras tout le temps à un moment donné désillusionné, parce que ton amour il change, et l'amour éternel, fusionnel, passionnel, selon moi il n'existe pas éternellement. Et de l'autre, t'avais plus la vision du mariage comme un contrat, une certaine stabilité, mais c'était pas forcément voué à l'échec, tu vois. Et du coup, on se retrouve avec deux pôles extrêmes. On croit qu'aujourd'hui, genre, c'est peut-être la meilleure situation dans laquelle on vit, mais qu'au final, ça cause quand même beaucoup plus de souffrance. Parce qu'en fait, avec les réseaux, tout ça, les gens, ils sont à la recherche de l'excellence qui n'existe pas.
Et avant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas... C'est pas pour dire que tout était mieux avant, parce que ça, c'est le discours classique aussi. Ouais, bien sûr. Mais j'essaie juste de re-questionner notre vision qu'on a aujourd'hui de ce que devraient être les relations. Bon, après, je pense que ce travail de comparaison, il est intéressant, mais c'est toujours dur d'être objectif dans ce travail de comparaison. Parce que moi, je crois pas que les choses étaient mieux ou moins bien, etc. selon les époques. Il y a toujours des gens qui disent « Ah, là, c'était mieux à cette époque ». Moi, je crois pas. Moi, je crois que les choses étaient juste différentes. Ah, pourquoi pas. On se le partage. Allez, viens, on fait le truc. Merci. Je vais faire un petit zoom. Magnifique. Santé. Santé, vas-y. Mais ouais, moi, je crois que les choses étaient différentes, en réalité. Et je crois que chaque époque souffre de ses propres vices, de ses propres dérives. Donc bien sûr, il y a le système à l'ancienne où tu te mariais ultra jeune, etc. Il avait ses raisons. C'était explicable par plein de données sociales, on va dire. Mais ce système-là, il a amené pas mal de dérives, pas mal de vices, et je pense que et pas mal peut-être de misère aussi. Aujourd'hui, on a changé de système. Et pour des bonnes raisons aussi, on a changé de système. Mais je pense que le système d'aujourd'hui, comme tous les systèmes, il a aussi ses vices. Il crée aussi sa part de misère. Et je crois qu'il faut vivre avec son temps et se demander, bon, on a une situation donnée. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? En tout cas, pour l'améliorer pour le plus grand nombre. Je crois que c'est ça la question qu'on devrait se poser. Par misère affective, moi, j'entends même hors couple. Hein. J'entends aussi le fait d'avoir un manque de relations sociales tout court. Ça peut être causé par, je sais pas, une timidité extrême, pratiquement maladive. Toi, c'est quoi, genre, un conseil, tu dirais, si t'es en misère? Là, tu m'en demandes beaucoup. Moi, je suis pas un coach en En fait, j'ai vraiment envie de venir en aide à celui qui nous a écrit ça, quoi. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube, c'est JD Coaching. Non, moi, je répète, moi, je suis pas un... Bien sûr, mais on est tous dans une démarche, c'est ton petit frère qui te dit ça. Tu lui dis quoi? Parce qu'en vrai, moi, j'attends, comme ça, je peux prendre exemple aussi. C'est vrai. En vrai, pas facile, parce que je pense que déjà, chaque conseil doit être personnalisé. Moi, je crois pas en le conseil universel. Ouais, vas-y, tu fais ça. Il y a trop de variables à prendre en compte. Et puis, c'est bon, tu vois, ça a tout fonctionné, j'y crois pas. Si je connais bien la personne, j'essaie de regarder ce qui croche. Déjà, ce qui fait en sorte que cette personne, elle n'arrive pas à faire des rencontres. Et si la personne arrive à faire des rencontres, parce que si peut-être des fois il y a des gens qui arrivent à en faire, qui font des rencontres, mais c'est pas le type de rencontre qu'ils voudraient. Parce que t'as des personnes très sociables hein, qui sont en misère affective. En vrai, respect les coachs en séduction. Moi, je me suis toujours demandé quelle était la vie des coachs en séduction. La vie affective. Parce que peut-être qu'elle est éclatée. C'est comme les psychologues. Chaque psychologue a un psy. Moi, je pense qu'il faut travailler sur soi-même. Quand tu vois quelque chose ne fonctionne pas, éviter de s'obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, après, je dis pas non plus qu'il faut totalement changer sa manière d'être. Tu vois, je pense que, bien sûr, il y a des choses à modifier, mais je pense qu'on a tous aussi une personnalité. Et je pense qu'autant tu peux changer ta manière de faire certaines choses, autant ta personnalité, à mon avis, il faut pas essayer de la changer. Parce que, premièrement, ça va se voir. En tout cas, la plupart du temps, ça se voit, les gens qui arrivent et qui, on va dire, qui travestissent leur personnalité, qui portent un masque. Tu renvoies une image de quelqu'un d'assez faux. Et aussi parce qu'en vrai, ta personnalité, quelle que soit cette personnalité, c'est ce qui va faire une grande partie de ton charme. Je pense que d'ailleurs que la personnalité a beaucoup plus, en tout cas dans les rapports humains, a beaucoup plus d'impact qu'en aspect physique ou je ne sais quoi. Bien sûr que ça impacte aussi les choses, tu vois, ton aspect physique. Mais je pense que tu plais avec ton aspect physique, mais tu charmes avec ta personnalité. Donc si tu commences à travestir ta personnalité pour essayer de correspondre à je ne sais quel canon, c'est un peu le vieux conseil, vas-y, reste toi-même. Non mais, tu sais, oui, mais il faut comprendre l'impact des mots, genre, et le sens. Et ça prend tout son sens, ce que tu dis, parce que je pense qu'il faut casser ce cycle. Il est bon, il est frais, hein, je viens de l'acheter avant. Je pense qu'il faut casser ce cycle de l'obsession. Genre même s'il y a une personne qui te plaît et que tu vois que ça fonctionne pas, faut pas commencer à devenir obsédé parce que tous les extrêmes sont mauvais. Faut casser aussi le cycle des attentes. Faut pas en attendre trop des choses, trop des personnes parce que ça laisse une plus grande part après à la déception. Du coup, faut pas t'attendre à chaque fois que tu sors, t'as rencontré quelqu'un. Faut en fait vraiment aller avec le flow des choses, même si ça fait
longtemps voilà, que tu es à la recherche et que tu trouves pas, faut continuer à être dans ce mindset-là. Faut assumer pleinement aussi ta personnalité, comme il le dit, parce que déjà, tu pourras pas mentir éternellement. Assumer sa personnalité, c'est ce qui te donne tout ton charme. T'as des personnes qui sont pas belles, qui sont vraiment... qui sont laides, quoi, mais qui ont un charme de ouf, au final, ça fait YouTube tout. qui va te faire sauter ta monétisation, là. Ouais, je suis même pas... Putain. Cette misère affective, finalement, elle devrait te pousser à essayer de travailler tellement intensément sur toi-même que tu t'élèves un peu chaque jour. C'est-à-dire que tu dois prendre de plus en plus confiance en toi chaque jour que Dieu fait, tu vois. Tu t'assumes pleinement qui tu es, ton caractère, tes faiblesses, tu prends conscience de tes atouts également. Et sincèrement, quand t'as un mindset comme ça, tu peux que avancer vers une finalité positive. Pour moi, le maître mot de cette vie, c'est la patience. Parfois, c'est long d'attendre. Mais si pendant cette attente, tu essaies de créer la meilleure version de toi-même et de travailler ton charisme, tu vas attirer de parce que tu dégages tellement de monde, il y aura tout le monde qui voudra être avec toi, tu vois, les gens voudront graviter autour de toi et les connexions se feront comme ça. Mais voilà, et en fait, comme tu dis, de la patience active. Oui, voilà, ouais. Quand patience, faut pas se dire que vas-y, je vais rester assis dans mon bon fauteuil bleu là, comme ça, pendant 10 ans et puis tout va... Graille, grossir... Non, la patience, oui. Mais la patience ne fonctionne que si pendant cette patience, tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais. Et même, on peut revenir sur le fait de rester soi-même. Rester soi-même, oui, mais rester soi-même, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, qu'il faut absolument rien changer à ce que tu fais. Parce que souvent, en fait, on confond personnalité et habitude. C'est pas la même chose. Ouais, comme quelqu'un de flemmard. Pour moi, être flemmard, c'est pas une personnalité, c'est une mauvaise habitude. C'est une habitude, exactement, qu'on a pris. Et les gens confondent souvent ça et disent « Ah, mais moi, de toute façon, c'est ma personnalité. » Moi, combien de fois tu en entends ça ? « Ah, mais moi, je suis comme ça. Je suis comme ça, moi. » Comme si t'étais tombé du ciel, t'es sorti de l'œuf, t'étais comme ça. Non, c'est une habitude que t'as pris. Et toutes les mauvaises habitudes que tu prends, tu peux les désapprendre. Tu peux en prendre l'habitude inverse. Donc, Et les habitudes, à Skip, c'est les choses les plus compliquées à changer. Mais c'est ce qui a le plus d'impact sur la tournure de ta vie. Je pense que c'est bien de faire un petit bilan sur sa propre personne tous les 6 mois, disons, ou toutes les années, et te dire, voilà, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes habitudes, comment est-ce qu'elles impactent ma vie, et qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie. Il y a aussi des fausses croyances sur quelles sont les bonnes habitudes et quelles sont les mauvaises habitudes. Par exemple, on entend toujours, il faut avoir l'habitude de se lever à 6h du mat. Pas forcément. Il y a des personnes, ils auront l'habitude d'être des couches tard parce que c'est leur rythme. Bon, on a tous des cycles circadiens, une horloge biologique différente. Après aussi, là-dedans, faut faire gaffe parce que t'as des gars qui disent, moi je le dis aussi, mais que je suis pire active la nuit, que j'arrive pas à bosser en journée, mais c'est parce que j'ai adopté une mauvaise habitude depuis trop d'années. Au début, tu disais un autre truc, tu sais. T'assimilais ça à un autre truc. À la dépendance affective. Voilà. Ce besoin d'amour que tu vas chercher en dehors de toi parce que t'as pas forcément été comblé sur certains aspects quand t'étais plus jeune. C'est un autre stade, c'est quand tu t'ancres un peu dans une relation, une attache émotionnelle, obsessionnelle, tu vois. Tu peux ne pas du tout être dépendant affectif parce que t'arrives à te détacher des personnes, mais pourtant ressentir un vide affectif hyper profond. Donc du coup, le fait d'essayer de fuir la dépendance affective fait que t'es en misère affective. C'est possible, ouais. En fait, que peut-être certaines personnes qui sont en misère affective le sont parce que, de manière subconsciente, ouais, ils ont peur, exactement. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent que le subconscient a un impact énorme. Ce qui cause chez certaines personnes de la lâcheté. Peut-être que t'as tellement peur de t'investir émotionnellement avec quelqu'un qu'en fait, tu vas toi-même te mettre dans une misère affective. Je pense qu'il y a des profils qui matchent. Il faut un certain courage. Je sais pas, toi, t'as vécu beaucoup de déceptions amicales. Comment ça se passe? Quel bail? Des déceptions, j'en ai vécu quelques-unes. Après, est-ce que c'est vraiment des déceptions? En fait, je m'attends à tout, tu vois. Je suis rarement surpris parce que toutes les possibilités sont ouvertes pour moi. Peut-être les meilleurs amis du monde, mais je n'exclus pas la possibilité que cette personne-là, demain, en devienne les pires ennemis. C'est des choses, malheureusement, qui se voient tous les jours. Des personnes qui se trahissent, des membres de la même famille qui se trahissent. Étant donné qu'on est à l'abri de rien, ma philosophie personnelle, c'est qu'il faut être prêt à tout. Plutôt réaliste, moi, je trouve, au final. C'est une forme de réalisme. Hein. Au moins, ça permet de pas forcément vivre des grandes déceptions. Quand t'es déçu mais pas surpris,
d'une certaine manière, au moins. La douleur, elle est moins vive, en fait. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça te donne l'impression de vivre les trucs moins intensément? Est-ce que tu te prives parfois d'être contente de certains trucs parce que t'as peur de ce qui risque d'arriver après? Le fait d'être conscient que n'importe quoi peut arriver adoucit justement la peur. Parce que comme tu es conscient qu'il n'y a pas vraiment de règles, n'importe qui peut te faire n'importe quoi, tu vas beaucoup relativiser. Non, moi, je suis grave dans la même optique que toi. Ouais, de ouf. Et je pense que c'est un truc que t'apprends, tu vois, avec le temps. Non, mais on a bien discuté en vrai. Ça, il faudrait qu'Ahmed, il se ramène aussi. Je te jure. Vu qu'il voulait faire un peu des questions politiques et tout. Ouais, ça pourrait être cool avec Ahmed, ça pourrait être sympa. Pas un truc sur l'Afrique, tu vois, ça me parle bien. Je sais qu'Ahmed, ça lui parle bien aussi en ce moment. Si cette vidéo sort, on verra au montage, mais j'espère que vous avez kiffé un petit peu cet échange posé dans notre bunker. C'est pas le décor le plus élégant de YouTube, mais ça va. Mais il est cosy, mon Il est petit cosy. bunker. Non, j'avoue, on a des canapés du turfu. Vas-y, regarde. J'avoue. Moi, je trouve qu'il y a une petite ambiance ici, en vrai. Ouais, non, quand même. En fait, en vrai de vrai, tellement qu'il y a de trucs dont on peut parler, c'est dur parfois de faire un choix, tu vois. Et de se dire, de se fixer et de dire, on va partir sur ça. Donc, n'hésitez pas à balancer tous vos désirs. On les prendra peut-être en compte. Partage la vidéo avec quelqu'un qui serait susceptible d'aimer. Tu peux liker, bien sûr, t'abonner. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je vous mets tous ces réseaux en barre d'infos. Prends soin de toi, de ton entourage. Bacio. Ciao. Et là, je suis censée foutre un coup de pied, mais vous êtes un peu loin. Purée, c'est un nouveau concept, le coup de pied? Petit coup de...